Elle était bien plus qu'une icône du cinéma des années 1960. Mylène de Mongeau, avec sa beauté éblouissante et sa présence magnétique, est devenue un symbole du glamour à la française. Mais derrière l'écran argenté et le sourire séduisant de la blonde incendiaire, sa signature durable, se cachait une femme de fer. Dans les derniers chapitres de sa vie, Mylène a prouvé qu'elle n'était pas seulement une star. Elle était une survivante, une porteuse de vérité et une défenseur inflexible. Qu'il s'agisse de combattre ses démons intérieurs, de dénoncer des prédateurs financiers ou d'affronter le cancer avec une honnêteté brutale, Mylène n'a jamais joué les victimes. Elle a lutté avec élégance, rugi avec détermination et affronté la mort avec le même courage qui avait défini sa vie à l'écran comme dans l'ombre. Une enfance marquée par la douleur et le piano. Née Marie-Hélène de Mongeau, le 29 septembre 1935. Dans la ville ensoleillée de Nice, en France, la jeunesse de Mylène fut un mélange complexe de privilèges et de tourments intimes. Son père, Alfred Jean de Mongeau, était haut fonctionnaire au ministère de l'Économie nationale, un homme de structure, d'attente et de pression silencieuse. Sa mère, Claudia Troubnikova, était une émigrée russe ayant fui la révolution dans sa ville natale de Kharkov, alors partie de l'Empire russe, aujourd'hui en Ukraine. Claudia portait en elle un héritage d'exil, de perte et de résilience d'acier, des traits qu'elle transmettrait à sa fille, bien que pas toujours avec douceur. La famille vivait une existence partagée. Alfred restait à Paris pour le travail, tandis que la jeune Mylène passait ses premières années à Nice, sous la garde de sa grand-mère paternelle, Clotilde Fossone di Clavesana, une noble d'origine italienne. Leur maison était raffinée mais émotionnellement rigide. Dès son plus jeune âge, Mylène se sentait étrangère dans sa propre peau. La cruauté commença avec ses yeux. Née avec un strabisme, un défaut musculaire faisant dévier son œil gauche vers l'intérieur, elle fut la cible de moqueries constantes. Les enfants l'humiliaient sans relâche à l'école, l'appelant « Oh, la louche », un jeu de mots cruel, suggérant à la fois le strabisme et la malhonnêteté. Même des adultes s'y joignaient avec des chuchotements qui brisaient son estime de soi. Comment deux si beaux parents ont-ils pu engendrer une telle horreur? Elle était consciente, trop consciente, de ce défaut perçu. Je ne me sentais pas simplement laide, confia-t-elle plus tard. J'avais l'impression que mon apparence donnait aux gens la permission de dire des choses qu'on ne devrait jamais dire à un enfant. Sa mère, attachée aux standards élevés de beauté et d'élégance, fit peu pour contrer cette honte. En 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage et que la famille retourna brièvement à Nice pour voir la grand-mère mourante de Mylène, elle décrivit le voyage comme un cauchemar éveillé. J'étais maigre, affamée, et je louchais, se souvint-elle. Le traumatisme de cette visite, aggravé par les privations de la France en guerre, renforça l'idée qu'elle était brisée, physiquement et émotionnellement. Son seul refuge était la musique. Mylène trouva un refuge dans le piano. Il devint son langage secret, sa voie d'évasion et finalement sa bouée de sauvetage. Elle s'exerçait de manière obsessionnelle et son talent ne passa pas inaperçu. Elle étudia auprès de Marguerite Long, l'une des pianistes et professeurs les plus respectées de France, qui avait collaboré avec Debussy et Ravel. Plus tard, elle prit des leçons avec Yves Nat, un pianiste reconnu pour sa profondeur interprétative. Ses mentors virent en elle non seulement un talent, mais aussi une faim de s'exprimer, de trouver la beauté, de devenir une version d'elle-même qui ne semblait pas être une erreur. Malgré ce sanctuaire intérieur, le poids de son apparence restait insupportable. À 15 ans, Mylène supplia ses parents de lui permettre une opération corrective. Lorsqu'ils hésitèrent, elle menaça d'en finir. J'étais tellement désespérée que j'ai eu recours à un geste dramatique, avoua-t-elle plus tard. Il ne s'agissait pas de mourir, mais de rendre ma douleur visible pour que quelqu'un m'écoute enfin. Ses parents finirent par accepter. L'opération fut un tournant.
non seulement esthétique, mais psychologique. Après l'opération, je me tenais plus droite, se souvint-elle. Je suis devenue attirante. Pour la première fois, les gens me regardaient sans détourner les yeux. Cette transformation alluma une étincelle. Elle ne voulait plus se cacher derrière un clavier. Elle voulait être vue, entendue, retenue. À la fin de son adolescence, Mylène s'inscrivit au cours Simon à Paris, où elle se forma à l'interprétation et à la diction. Elle quitta ensuite cette école pour étudier auprès de Marie Ventura, une légende du théâtre connue pour son enseignement émotionnellement intense. Les cours de Ventura ne parlaient ni de célébrité ni de technique, mais de vérité. Pour Mylène, ce fut une révélation. J'ai compris que la douleur que j'avais enfouie toute ma vie pouvait devenir mon plus grand atout sur scène, confia-t-elle un jour. Ce fut le début d'une transformation à vie, d'une enfant moquée pour son apparence à une femme qui deviendrait l'un des visages les plus reconnaissables de France. Le piano lui avait appris la discipline, la cruauté lui avait appris l'empathie, et la chirurgie lui avait donné la liberté de rêver. Mylène de Mongeau n'a pas seulement survécu à son enfance, elle l'a transformée en force. La célébrité, les scandales et la blonde qui n'était pas Bardot. Au début des années 1950, Paris vibrait d'une énergie nouvelle, le cinéma évoluait, les femmes reprenaient leur place à l'écran, et l'identité française d'après-guerre se redéfinissait à travers l'art. Dans cette effervescence, Mylène de Mongeau, alors âgée de 18 ans, fut entraînée dans le monde du mannequinat et du cinéma. Elle avait déjà laissé derrière elle les moqueries douloureuses de l'enfance, grâce à son opération des yeux et à une détermination sans faille. Grande, élégante et étonnamment photogénique, Mylène devint rapidement un mannequin recherché dans la mode et la publicité. Mais ce n'est pas un podium qui la rendit célèbre. Ce fut l'objectif d'un homme qui allait changer son destin. Henry Coste, photographe de mode talentueux et ambitieux, la captura dans une série de portraits mêlant vulnérabilité et sensualité. Il y avait quelque chose de captivant dans son visage, sa douceur, ses contradictions, la trace des épreuves derrière son sourire. L'une de ces images atterrit sur le bureau du réalisateur Raymond Rouleau, alors en quête d'acteurs pour une adaptation cinématographique des Sorcières de Salem d'Arthur Miller. Rouleau vit en elle quelque chose qui dépassait la beauté, une forme brute de résonance émotionnelle. Mylène fut choisie pour incarner Abigail Williams, la jeune accusatrice manipulatrice au cœur des procès de sorcellerie de Salem. Elle n'avait que 21 ans lorsque le film sortit en 1957, mais en une nuit, elle devint une étoile montante. La même année, elle joua dans Les Espions de Henri-Georges Clouzot et Faible femme, où elle incarna la douce et naïve Agathe. Le public fut immédiatement séduit par sa présence magnétique à l'écran, à la fois tendre et tranchante. Un an plus tard, Otto Preminger lui confia un rôle dans Bonjour Tristesse, tourné sur la Côte d'Azur. Bien que son rôle y fût modeste, elle sut s'imposer face à des pointures américaines telles que Deborah Kerr et David Niven. L'attrait international de Mylène grandissait rapidement. Au début des années 1960, elle jouait dans toute l'Europe, avec des rôles marquants dans la bataille de Marathon aux côtés de Steve Reeves et l'aventure franco-italienne Le Cavalier Noir. Son rôle d'Hélène dans la trilogie Fantomas, face à Jean Marais et Louis de Funès, fit d'elle une figure incontournable de la culture populaire française. Les films étaient absurdes, stylisés, et rencontrèrent un énorme succès. Ils consolidèrent son image de blonde fatale et espiègle. Mais c'est là que le bas blessait. Les médias français avaient tendance à étiqueter toute blonde au regard intense et à la forte personnalité comme la nouvelle Bardot. Pendant des années, Mylène ne put échapper à la comparaison avec Brigitte Bardot, l'ultime sex symbole français. Mais Mylène traça rapidement une ligne nette. « Je n'étais pas Bardot. Je n'ai jamais voulu être Bardot », lança-t-elle un jour lors d'une interview. Elle s'exprima ouvertement sur le poids d'être réduite à son apparence. « Ils oublient que nous savons penser », déclara-t-elle.
que nous avons de l'ambition, de la tristesse, de la rage, tout comme les hommes. Sa maîtrise de l'italien lui ouvrit les portes de Cinecittà, où elle joua dans plusieurs péplums et drames historiques. Elle tourna avec Dirk Bogarde dans The Singer Not the Song, avec Roger Moore dans The Saint et plus tard avec Gérard Depardieu. Son jeu, notamment dans des drames méconnus comme L'Inassouvi, révélait sa soif de profondeur plutôt que de spectacle. Mais les rôles sérieux étaient rares pour les actrices enfermées dans leur beauté. Elle persista néanmoins. En coulisses, Mylène était audacieuse et sans filtre. Elle plaisantait avec l'équipe, fumait sur les plateaux et n'hésitait pas à tenir tête aux réalisateurs. Elle détestait l'hypocrisie et les jeux d'influence du milieu, et lorsque son mariage avec Henri Coste prit fin en 1968, après 10 ans de relation, elle en parla peu publiquement. Certains disaient que le couple s'était délité sous le poids des déséquilibres professionnels, d'autres murmuraient jalousie et infidélité. Ce qui est certain, c'est qu'après leur divorce, Mylène rencontra un homme qui allait bouleverser sa vie, le réalisateur Marc Simenon. Au début, ce fut électrique, mais avec le temps, leur histoire d'amour allait se mêler à l'ombre, à l'addiction et à la tragédie. Des éléments que personne n'aurait pu prévoir au sommet de sa carrière éclatante. Le lien beau et brutal avec Marc Simenon. Lorsque Mylène de Mongeau rencontra Marc Simenon sur le tournage de la série télévisée Dossier de l'agence O, au milieu des années 660, cela ressemblait à un destin enveloppé de glamour cinématographique. Marc était le fils de Georges Simenon, le célèbre écrivain belge de romans policiers et créateur du Commissaire Maigret. Avec sa beauté classique, son esprit acéré et son allure aristocratique, Marc fit immédiatement forte impression. Il ressemblait à une sculpture de Michel-Ange, se souvenait Mylène. Pourtant, derrière son admiration enjouée, se cachait une vérité plus profonde. Marc portait aussi le fardeau écrasant de l'héritage de son père célèbre. Au début, Mylène le considérait comme un fils à papa gâté, un enfant privilégié sans vraie direction. Mais ce mépris laissa vite place à la fascination, puis à l'amour. Ils se marièrent en 1968 lors d'une cérémonie civile, à une époque où tous deux étaient animés par une ambition artistique intense. Leur union n'était pas seulement romantique, elle était profondément intellectuelle et résolument collaborative. Marc, qui s'essayait à la réalisation et à l'écriture de scénarios, voyait souvent en Mylène non seulement une compagne, mais une muse. Elle joua dans plusieurs de ses films, dont Par le sang des autres et Le Champignon, et participait souvent en coulisses à la production. En privé, elle cherchait à le soutenir, décrivant sa mission comme « faire de lui quelqu'un », l'encourageant à sortir de l'ombre littéraire de son père et à se forger sa propre identité. Mais la réalité de leur mariage fut bien plus tumultueuse que l'image lisse présentée au public. À la fin des années 1970, les frustrations professionnelles de Marc commencèrent à se transformer en comportements destructeurs. L'alcoolisme s'installa. L'homme qui autrefois séduisait par son sourire et sa présence à l'écran devint imprévisible et instable. Mylène, toujours fidèle, resta à ses côtés, même lorsque l'obscurité s'infiltra dans leur foyer. Dans ses mémoires publiés en 2007, Le Piège, elle révéla le prix privé et terrifiant de cette vie. Elle décrivit des moments de peur intense durant leur mariage, lorsque l'alcool et l'instabilité émotionnelle transformaient leur maison en champ de bataille. Dans ses écrits personnels, elle s'interrogeait sur l'homme qu'il était devenu et sur la possibilité pour l'amour de survivre à de telles ténèbres. Pourtant, elle refusa de le quitter. En interview, elle expliqua que l'abandon n'avait jamais été une option. « Je ne pouvais pas le laisser. J'avais cet instinct qu'il fallait que je le sauve. Je l'aimais à ce point. » Le couple renouvela ses vœux en 1990 lors d'une cérémonie religieuse. Un geste que Mylène décrivit comme un engagement spirituel après des années de lutte. Malgré les cicatrices et les nuits sans sommeil, l'amour persistait. Mylène croyait au pardon, et plus encore, elle croyait en Marc. « Il était brisé, dit-elle, mais il avait de la beauté en lui. Je la voyais,
même quand les autres ne la voyaient pas. Leur amour dura jusqu'à un accident tragique qui mit brutalement fin à tout. En octobre 1999, Marc fit une chute grave dans l'escalier de leur domicile parisien. La chute provoqua un traumatisme crânien sévère, et il fut placé en soins intensifs. Mylène resta à ses côtés durant 5 jours d'agonie, refusant de quitter sa chambre d'hôpital. Lorsque Marc mourut le 24 octobre 1999, à seulement 60 ans, Mylène fut inconsolable. « Je n'ai pas seulement perdu mon mari, » dit-elle plus tard, « j'ai perdu la moitié de moi-même. » Elle ne se remaria jamais. Malgré les propositions, certaines venant d'hommes ayant la moitié de son âge, elle les refusa doucement. « J'ai eu des amants, » avoua-t-elle un jour avec un sourire, « mais je resterai toujours l'épouse d'un seul homme. » Elle conserva la photo de Marc sur sa table de chevet jusqu'à la fin de sa vie et continua de parler de lui avec autant de tendresse que de tragédie. Même veuve, elle entretint sa mémoire lors d'interviews, de documentaires et d'apparitions publiques. Elle contribua à organiser des rétrospectives de ses œuvres et parla souvent sans détour de la double nature de leur relation. Comment l'amour peut être à la fois rédempteur et destructeur, comment la passion peut à la fois guérir et blesser. Engagement, scandale et combat contre le cancer. La vie de Mylène de Mongeau après la mort de son mari fut tout sauf silencieuse. Au lieu de se retirer dans le chagrin ou l'oubli, elle transforma sa douleur en carburant, revenant sur le devant de la scène avec le même feu qui avait fait d'elle une icône du cinéma des années 60. En 2008, elle publia Le Piège, un témoignage brut et sans concession sur les ravages de l'alcoolisme. Non seulement l'addiction de Marc Simon, mais aussi son impact psychologique sur sa propre estime et sa sécurité. Ce n'était pas un livre de rancune, mais d'exorcisme. Elle y relata sans pathos les nuits où elle craignait pour sa vie, et les contorsions émotionnelles nécessaires pour aimer quelqu'un qui était à la fois un génie et un tourmenteur. Alors que le public commençait à la voir sous un nouveau jour, non seulement comme une sirène de l'écran, mais comme une survivante et une femme de vérité, Mylène fut frappée par une trahison financière dévastatrice. En 2010, elle découvrit que son conseiller financier de confiance la dépouillait depuis des années. Plus de 2 millions d'euros avaient disparu. Et elle n'était pas la seule. Isabelle Adjani, Monica Bellucci et d'autres célébrités furent également victimes du même homme, l'ex-avocat réputé Olivier Metzner. Mylène, cependant, refusa de garder le silence. Elle porta plainte, récupéra une partie de ses pertes et publia ensuite en 2019 Très chers escrocs, un ouvrage qui détaillait non seulement l'escroquerie, mais aussi l'arrogance et l'impunité de ceux qui exploitent la confiance des autres. C'était une dénonciation cinglante et profondément personnelle des abus financiers, prouvant une fois encore que Mylène n'avait pas peur d'affronter les tabous ni les traumatismes. En parallèle, elle consacra son énergie à des causes qui lui tenaient à cœur. Amoureuse des animaux depuis toujours, en écho à sa résistance précoce contre les abus de l'industrie cinématographique, elle devint présidente d'honneur du refuge de l'Arche, un sanctuaire en Mayenne recueillant des animaux sauvages issus de la captivité ou de mauvais traitements. Elle vendit sa villa adorée sur l'île de Porquerolles en 2011 et s'installa à proximité du refuge, consacrant son temps aux animaux et aux bénévoles qui les soignaient. La protection de l'environnement, les campagnes contre les mines antipersonnelles et le droit à une fin de vie digne devinrent les piliers de son engagement. Membre de l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, elle milita pour la légalisation de l'euthanasie en France, convaincue que le droit de choisir sa fin était une dignité humaine fondamentale. Mais la vie n'avait pas fini de la mettre à l'épreuve. En 2019, Mylène fut diagnostiquée d'un cancer du péritoine, une maladie rare et agressive touchant la membrane de l'abdomen. Elle suivit un traitement intensif, affrontant son épreuve avec une grâce remarquable.
Par moments, elle parla ouvertement du paradoxe émotionnel de la guérison, comment l'effort même de rester en vie pouvait aussi épuiser. Fidèle à elle-même, Mylène fit face sans détour. Elle continua d'écrire, de donner des interviews et de participer à des événements pour la cause animale, tout en endurant dans son corps les effets d'un traitement censé la sauver. En 2022, elle annonça être en rémission avec un sourire radieux et un ton défiant. « Je pète la forme !» s'exclama-t-elle. « J'ai bien mérité cette joie après tant d'épreuves. » Mais la joie fut de courte durée. En octobre de la même année, le cancer revint. Ses médecins lui proposèrent un nouveau protocole qu'elle accepta, espérant un second répit. Mais l'épreuve fut terrible. Dans ses dernières interviews, Mylène avoua le paradoxe insupportable. « Vous essayez de me sauver, mais vous êtes aussi en train de me tuer. » Les traitements, jadis source d'espoir, devinrent une condamnation. En novembre 2022, après réflexion et concertation avec ses médecins, elle choisit d'arrêter les soins et de privilégier le confort et la dignité. Ce n'était pas une décision de défaite, mais un choix mûri, ancré dans une conviction personnelle et une paix intérieure. « Je veux vivre le temps qu'il me reste comme je l'entends », dit-elle. Le 1er décembre 2022, Mylène de Mongeau s'éteignit à Paris à l'âge de 87 ans. Elle ne laissait pas d'enfants, mais un héritage aussi riche et multiple que celui de toute légende française. Elle n'était pas simplement la blonde flamboyante aux côtés de Jean Marais ou de Fantomas. Elle était une femme d'une force immense, pleine de contradictions et portée par une conviction inébranlable. Une actrice, une épouse, une survivante, une combattante, et enfin, une voix pour ceux qui n'en ont pas. Un dernier tango avec la vie et l'héritage. Même alors que ses forces déclinaient, Mylène vivait avec intention. En février 2022, quelques mois avant sa mort, elle apparut comme témoin de mariage du réalisateur Jean-François Davy et d'Irina Kostenko à Champenard. Vêtue d'une robe à motifs rouges et de colliers superposés, elle souriait, rayonnante parmi des amis comme Benoît Poelvoorde et Bernard Lecoq. Ce fut sa dernière apparition publique, un rappel qu'elle se battait encore, qu'elle brillait encore. Elle n'avait pas d'enfant, un choix assumé. « J'ai avorté. Je n'ai jamais voulu d'enfant », déclara-t-elle sans détour à Ici Paris. « Les gosses m'ennuient. Les animaux? Quand ils vous embêtent, on les met dans cage. Les enfants? Il faut s'en occuper. » D'une honnêteté brutale, toujours fidèle à elle-même. Mylène ne s'est jamais vraiment réconciliée avec les enfants de Marc Simenon, dont certains l'accusèrent d'avoir spolié leur héritage. Elle conserva néanmoins des liens avec sa petite-fille par alliance et son beau-frère Pierre Simenon. Son demi-frère, Léonide Ivantov, lui a survécu. Elle est décédée le 1er décembre 2022 à l'hôpital Cognac-Jay, à Paris, spécialisé dans les soins palliatifs. Elle avait 87 ans. Ses funérailles eurent lieu le 10 décembre au crématorium du Père-Lachaise, en présence de personnalités telles que Pierre Richard et Daniel Prévost. Ses cendres furent dispersées, à son image, indomptées, libres et inoubliables. Mylène de Mongeau nous a offert des décennies d'éclat, de rire, de drames et de profondeur, tout en endurant en silence d'immenses douleurs en coulisses. Son histoire n'est pas seulement celle d'une star de cinéma, c'est celle d'une femme qui a osé être honnête dans un monde qui exigeait des masques. Quel moment de sa vie vous a le plus touché? Laissez un commentaire ci-dessous, et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits de vies extraordinaires.